Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 16 décembre 2022. Alors d'une certaine manière, aujourd'hui, ce soir, je vais poursuivre sur cette lancée surréalisante avec Fernand Leduc, qui est un des signataires du Refus global. Et je vais vous lire une lettre ou deux qu'il a échangée avec Raymond Abellio. Alors, nous sommes en 48, le manifeste Refus global vient de paraître. Manifeste qui a pas vraiment passé inaperçu, mais qui n'a pas non plus... oui, Bordua a perdu son emploi suite à ce manifeste, car l'Église, les autorités ecclésiastiques avaient l'œil sur tout ce qui se publiait, s'écrivait. Et comme on le sait, la Deuxième Guerre mondiale a vu le Québec, le Canada français, devenir une plaque tournante du monde de l'édition francophone. Et comme les éditeurs français étaient sous tutelle, eh ben, les éditeurs québécois, canadiens, français avaient pris la relève. Mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Église qui avait les, les commandes de l'édition avait repris la main. Et nous sommes retombés dans une sorte de torpeur, de morosité. Aujourd'hui, je réfléchissais également à André Breton, que j'ai évoqué à quelques reprises dans mes plus récentes vidéos. La Breton qui n'a jamais écrit que sur lui-même, n'est-ce pas, d'une certaine manière, comme Artaud également, comme tous ces grands surréalistes qui n'avaient que pour projet de réinventer la vie suite au mot d'ordre rimbaldien, mot d'ordre d'Arthur Rimbaud. Réinventer la vie, il semble que la tâche soit plus que jamais nécessaire, mais terriblement ardue. Et force nous est d'admettre et de constater que la politique est devenue encore plus importante que jamais, mais n'avons nous n'avons plus les ressources intellectuelles de changer les tactiques. Voilà. Il y a un groupe d'hommes qui dirige les affaires d'une poigne de fer, qui contrôle le monde de l'argent, qui contrôle par le fait même le monde du politique, et la société civile peine à provoquer les changements. Et lorsque certains acquis sont maintenus, eh bien, on considère ça comme une victoire. Faire du surplace est devenu une victoire. Se lancer, euh, se lancer dans des projets politiques que nous savons n'aboutiront pas, c'est une sorte d'impuissance presque consentante. On, et je dirais que c'est un des reproches que je ferais à un certain parti politique de gauche au Québec qui plafonne, qui stagne et qui ne réussit pas à, à trouver, euh, à trouver les stratégies nécessaires pour faire bouger les choses. Et j'ai même l'impression qu'il se complaît dans une sorte de... Il se complaît dans son impuissance. Il n'a pas de main, en fait. Et l'autre partie qui a tenté de faire vraiment bouger les choses a par deux fois échoué, ce qui, ce qui tétanise un peu la, la, le jeu politique au Québec. Mais en 1948, le Québec était souterrainement en ébullition. Et les années 60, à peine une dizaine d'années plus tard, vont voir le Québec connaître d'importants bouleversements. Alors aujourd'hui, en tout cas ce que je constate autour de moi,
c'est que la majorité des intellectuels sont extraordinairement bons, extraordinairement lucides à faire des constats, mais extraordinairement impuissants à proposer des tactiques, et non pas des stratégies, mais des tactiques pour faire bouger les choses. Un philosophe dont beaucoup de jeunes se réclament aujourd'hui, Gunther Anders, l'homme qui a écrit L'obsolescence de l'homme, lui n'hésitait pas à évoquer la possibilité de développer des tactiques qui fassent peur aux puissants, d'aller chercher un véritable rapport de force. Alors les surréalistes n'ont pas cessé de réfléchir à cela. Et à leur suite, les automatistes québécois qui ont pris la relève au Québec. Mais aujourd'hui, on a l'impression, le temps presse, il y a une sorte d'urgence à la fois existentielle par rapport à la question nationale et une question plus large, une question existentielle écologique, la survie du genre humain qui est menacée. Alors voilà. Alors, un mot sur Raymond Abellio. Il est né en 1907, il est mort à Toulouse. Il est né à Toulouse, il est mort à Nice en 1986. Alors, il était ingénieur, diplômé de Polytechnique. Il a milité dans le Parti socialiste et il a tenté à la fois de faire une synthèse du marxisme et du christianisme. Un peu comme les prêtres ouvriers dominicains qui ont voulu avoir un ancrage dans les réalités existentielles du prolétariat, tout en travaillant à faire connaître la parole christique. Et finalement, il a abandonné. Il a été accusé d'avoir collaboré, s'est réfugié en Suisse. À la libération, finalement, il a été acquitté de ces accusations-là. Et par la suite, il a abandonné la politique et pour se consacrer à une activité à la fois intérieure et à développer une philosophie ésotérique. Et une de ses idées maîtresses, c'est le retour au sacré dans nos sociétés occidentales. La tâche me paraît assez compliquée aussi. Alors, je vais vous lire euh, la première lettre que Fernand Leduc, un des signataires du manifeste Refus global, Fernand Leduc qui est un peintre. Cher monsieur, la frénésie qui fait s'agiter les hommes en faveur de leur soi-disant émancipation se charge bien de dissiper les illusions de quiconque vient en France dans l'espoir d'une possible communion. Ouais, nous sommes, il l'écrit de Clamart, et nous sommes le 15 décembre 1948. Heureux les pacifiques et vers un nouveau prophétisme, que j'ai connu bien tardivement, m'apparaissent le contrepoids attendu et nécessaire à cet état d'esprit, en même temps qu'un témoignage éclatant de la valeur réelle de l'homme spirituel. Ce seul fait m'autorise à m'adresser à vous, ne serait-ce que pour en souligner la reconnaissance et vous dire
mon espoir rendu de communion. Avec ce mot, un texte collectif, Refus global, paru à Montréal, Canada, il y a plus d'1 an, et dont les signataires, liés par une activité commune, manifestent surtout par des œuvres picturales. Loin de la vague de pseudo-prophétisme qui déferle sur l'Europe, aussi bien que des révoltes qui caractérisent toutes les avant-gardes, nous n'avons rien voulu d'autre que de signifier, à partir de l'ambiance particulière de nos nécessités locales, notre reconnaissance d'un déterminisme supérieur et dissiper l'équivoque des œuvres spectacles. Dissiper l'équivoque des œuvres spectacles. Alors on entend ici ce désir-là, justement, chevillé au corps des surréalistes de ne pas faire œuvre. Le but, c'était de changer la vie. Le but était profondément politique. Des œuvres spectacles. Notre écart également des sources ésotériques, donc notre ignorance des lois cycliques de manifestation, en limitant notre perspective, explique en grande partie la terminologie dualiste, noyée dans les confusions psychiques, qui ne manquera sûrement pas de vous frapper. Je crois cependant qu'il n'est pas négligeable d'observer, c'est un signe des temps, l'évolution d'un petit îlot coupé de l'expérience européenne, aboutir avec des moyens différents, extrêmement primaires, l'enfance limpide a ce pouvoir de connaissance directe, à des conceptions qui par certains côtés rejoignent vos exposés. Je suis persuadé que la diffusion de vos ouvrages, ils ne sont malheureusement pas connus au Canada, en comblant le fossé qui nous sépare, aidera quelques-uns d'entre nous à franchir plus rapidement, je veux dire à vivre plus intensément, les étapes qui permettent d'accéder franchement à la connaissance. 2 ans de tâtonnement à Paris ne sont pas trop pour que la révélation me soit faite de la voie que vous illuminez. Dans l'espoir d'une rencontre, fraternellement, Fernand Leduc. Raymond Abellio lui répondit le 23 décembre 1948. « Cher monsieur, votre envoi m'a été transmis avec un peu de retard en Suisse où j'habite, et j'en ai pris connaissance avec le plus grand intérêt. Ainsi, je crois que nos préoccupations sont les mêmes, et que si nos moyens d'expression diffèrent, ils obéissent au même mobile. J'ai lu avec attention la brochure jointe. Ça, c'est le manifeste. J'y ai trouvé tout un cheminement de pensée familier, bien que, sans doute, nous ne soyons partis de lieux différents, mais dans l'univers où nous vivons, certains détails importent moins qu'une certaine structure commune. Peut-être pourrions-nous discuter sur certains mots et employez-vous à la fois le mot « intention » d'une façon péjorative qu'un philosophe vous demanderait d'expliquer. Mais je vois bien ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, le problème clé que je rencontre, et je ne suis évidemment pas le seul, est de concilier la spiritualité illuminative, où le psychique a sa part, mais rien que sa part, et l'intellectualité la plus rigoureuse, puisque la métaphysique même prend ou va prendre un support mathématique au sens platonicien des mathématiques, ou bien, si vous voulez en d'autres termes, le maximum de conscience dans le vertige. Le problème du monde moderne est d'une façon générale un problème de vertige.
Presque personne n'y échappe, ou plutôt à chacun son genre de vertige. L'illumination est vertige, l'inspiration aussi. Il y a ensuite tous les degrés descendants jusqu'à l'imbécilité meurtrière des politiques et des guerriers. Nous sommes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi un vertige surréaliste bienfaisant, et nous y avons tous passé, et parfois nous le retrouvons et nous y retrempons avec joie et bienfait. Mais ce n'est pas un état ultime, et je crois qu'il faut pousser la vie et la liberté à un degré supérieur. Mais nous sommes sûrement d'accord. Nous le sommes, évidemment. J'ai ressenti une impression d'envoûtement bienfaisante à contempler certaines des reproductions de votre brochure. Je vois bien où cela conduit, et je ne voudrais pas m'appauvrir et m'en priver. Je serais très heureux que vous me teniez au courant de votre action et de ses résultats. Il n'est malheureusement pas question pour moi de venir à Paris en ce moment, mais si vous avez l'occasion de venir en Suisse, je serais vraiment très heureux de passer quelques heures avec vous. Je ne connais pas le Canada, mais sans doute aujourd'hui sur un certain plan, ces différences d'origine s'effacent-elles. Je crois à une mission occidentale qui est de pousser l'intellectualité dans la spiritualité, ce qui est, je le sais, la quadrature du cercle. Mais il faut le faire quand même en sachant qu'il y aura toujours une marge inexplorable par l'intellect. Ni les Indes, ni le Tibet, je crois, ne peuvent poser ainsi la question. Nous autres, si. Connaissez-vous les travaux de Servranckx, le peintre belge? Si vous restez quelque temps à Paris, je pourrais vous donner des adresses intéressantes de gens que vous intéresserez beaucoup aussi. Fraternellement, Raymond Abellio. Et le 28 décembre 1948, le duc lui répondit « Cher monsieur, surpris et heureux à la fois de votre empressement à me répondre, heureux surtout de l'intérêt et de la confiance que vous témoignez à notre activité. Je vous tiendrai au courant de ces développements, mais il m'est difficile pour le moment de vous en dire davantage. Les tracasseries de la censure et une crise de croissance à l'intérieur du groupe me privent de renseignements importants. Le texte manifeste que vous avez lu, ainsi que d'autres textes complémentaires, en permettant de faire le point dans nos activités, ont suscité des ruptures violentes. Le principal auteur du texte, Paul-Émile Bordua, et le plus responsable en âge, a été démis de ses fonctions de professeur à l'École du meuble de Montréal sous la pression des forces coalisées du clergé et de la politique. Les plus jeunes également ont eu à subir les risques de leurs gestes, chacun dans son domaine. Le besoin camouflé, mais tous n'ont pas pu en surmonter les conséquences. Le besoin de sécurité, camouflé de sécurité pour les uns, de gloire pour les autres, a opéré une salutaire sélection. Notre position vis-à-vis du surréalisme a été entre autres un argument de rupture pour certains qui, inconsciemment ou non, tenaient encore aux oripeaux de sa splendeur première. Un court texte inclus en précisant notre position éclairera un peu le sens péjoratif applicable à l'intention.
La valeur positive du surréalisme sur le plan de l'activité a été résumée par nous dans l'importance morale accordée à l'acte non préconçu. Mais l'acte non préconçu n'est qu'un aspect du comportement et peut être repris, par conséquent dégradé, comme ce fut le cas pour les surréalistes avec l'intention, par exemple, devenant un critère de valeur. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité de nous expliquer sur certains termes. J'ai d'ailleurs déjà proposé à mes amis canadiens de reviser particulièrement les termes automatisme, surrationnel, désir, passion, sensible, magie, à la lumière d'une conception supérieure où l'homme et ses activités apparaissent dans une hiérarchie unificatrice, celle de son ascension dans le spirituel. Je crois avec vous qu'il n'y a d'unification réelle possible que dans le domaine du supraconscient. Reste à nous dégager des ornières dualistes, des confusions psychiques dont nous sommes marqués. La tâche est grande. Déjà des phares lumineux rendent l'espoir vivace. Le vertige, encore une fois, nous nous rencontrons. Ce mot nous a déjà tous ralliés alors que nous avions défini notre mode d'activité par l'amour retrouvé, pour vous, l'énergie qui est amour universel, et notre état par le vertige que provoque l'ivresse. Supprimer l'apparente contradiction de la conscience dans le vertige, tâche que vous soulignez avec lucidité, me semble bien l'orientation qui vous est assignée. Je regrette que vous soyez à Paris. Je sais la valeur que vous pourriez apporter à ma solitude. Paris n'offre trop souvent que le dégoût et la nausée. Je ne compte même pas quitter Paris bientôt. Des sources secrètes et vivifiantes s'offrent aussi à ceux qui savent chercher. Et je me propose de faire un petit voyage en Suisse pour avoir le bonheur de vous rencontrer. De toute façon, je serais très heureux que vous me mettiez en communication avec des gens que vous dites pouvoir m'intéresser. Je ne connais pas le peintre belge dont vous me parlez. S'il est à Paris, je me ferai un devoir de me renseigner. À bientôt. Fraternellement, Fernand Leduc. Ah ben voilà, c'est tout pour ce soir. On va réfléchir encore à cette question du politique parce que cette séquence de vidéos qui dépasse les 300 aujourd'hui n'a pas non plus pour but le retrait ni que la contemplation. Et en fait, j'aurais tendance à vous dire que on lit, oui, on lit pour se mettre à l'écart, mais on ne lit pas pour se mettre à l'écart parce que ce monde-là est jugé trop indigne de nous, ou trop mauvais, ou toutes les raisons négatives qui font qu'on en prenne nos distances. La mise à l'écart, la mise en retrait est aussi une manière de se ressourcer soi, de se renouveler, pour pouvoir être non pas plus actif dans le monde, mais pour pouvoir au moins être désamorcé. J'entends par là désamorcé non pas de notre violence, ni de notre colère, mais délesté du poids de l'amertume. Il ne faut surtout pas aller dans cette direction. La fameuse phrase
le Kafka, dans ton combat contre le monde, seconde le monde. Ça suppose qu'on ne soit pas toujours dans nos propres raisons à nous. Mise en retrait, oui, pour pouvoir se bonifier, pour pouvoir apporter quelque chose. On se retire pour pouvoir donner. On ne se retire pas parce que on est largué, on est dépassé, on est dégoûté. On se retire pour pouvoir donner autre chose. Et comme les temps se semblent, j'allais dire presque redevenus... en fait, les temps sont redevenus extrêmement incertains. Voilà. Et, et comme ils le sont redevenus d'une manière aiguë, eh bien, le retrait suivi d'une réapparition, et peut-être dans des laps de temps très rapides, va devenir une nécessité vitale. C'est clair que depuis bientôt 3 ans, depuis le premier confinement, et on s'approche de la 3e année, nous sommes entrés dans un temps extrêmement rapide de changement et de bouleversement. Et je ne crois pas, je l'ai dit souvent, je ne crois pas que nous devons nous distraire. Je pense que nous devons avoir des lectures qui nous stimulent, des lectures qui nous donnent des forces, des lectures qui nous offrent peut-être des vertiges, comme l'écrit Abellio. Mais de ces vertiges-là, il faut en faire une application concrète, une application pratique. Le monde change à toute vitesse et on ne doit pas passer à côté de ce changement-là. On ne doit pas regarder les choses évoluer. On doit y participer. Alors, retrait, retour, dans un mouvement dialectique extrêmement rapide. Comme je le répète souvent aussi, empruntant la formule à Patrick Vivray, le binôme excitation-dépression doit être remplacé par intensité et contemplation, d'une certaine manière. Et dans un temps rapide. Alors, Fernand Leduc, alors c'est amusant, hein, vous avez entendu, il parle du manifeste Refus Global comme étant une brochure. Ce qui était à la base une brochure est devenu un acte de naissance pour le Québec moderne. C'est cet acte de naissance, au fond. Je vous remercie d'être avec moi et à demain.